sommes le samedi 6 septembre, il est 12h15, et je voudrais vous parler de la notion même de prévision et de prédiction. Au mois de décembre dernier, fin décembre, j'ai participé à une émission sur Europe 1, à l'occasion, vous savez, de la fin de la nouvelle année, avec des appels des auditeurs, etc. J'ai discuté d'ailleurs avec M. Serge Brémorel, qui était venu de Lyon pour cela. Et on a entendu des choses du genre l'astrologie n'est pas une science exacte. Et c'est un peu n'importe quoi ce genre d'argument. Les gens ont une vision complètement fictive de la science et de la prévision. Soit on prévoit, ou on prédit, d'ailleurs c'est un faux débat, puisque prédire c'est moins en quelque sorte problématique que prévoir. D'ailleurs en anglais on dit, dans les mêmes milieux scientifiques, on dit prediction, predict. En France, les astrologues ont décidé que le mot prédire renvoyait à la divination et prévoir était plus présentable. Bon. Mais ça c'est très discutable, parce qu'on parle des voyants, qui font de la prévoyance, justement, qui prévoient. Bon, alors il y a les prévisions météorologiques, c'est peut-être pas forcément la meilleure formule qui a été trouvée. Mais qu'est-ce que c'est qu'une prévision ou une prédiction juste? Est-ce que ça veut dire qu'on aura indiqué tous les détails de l'événement annoncé, par exemple? Et que si ça n'est pas le cas, ce n'est pas exact, et donc si ce n'est pas exact, ce n'est pas scientifique. On nous enferme dans une espèce de sophisme de ce genre qui est assez de mauvais aloi, qui ne sont pas très bons d'ailleurs. Mais je crois que le public est mal averti et mal préparé à la notion de prévision. C'est intéressant d'ailleurs. Bon, pour eux, prévoir, c'est par exemple prévoir le résultat d'un match de foot, prévoir le résultat des élections. C'est dans des cas très précis où il y a des chiffres. Il a gagné de tant de buts contre tant de buts, contre tant de voix contre tant de voix. Il serait quand même souhaitable qu'au XXIe siècle, les élèves dans les écoles apprennent ce que peut signifier la prévision. Et c'est d'ailleurs une question philosophique à la limite. Qu'est-ce que prévoir? Jusqu'où peut-on prévoir? Parce que si on a une vision trop vague ou trop précise de ce qu'il faut prévoir, eh bien c'est très mauvais. Il faut avoir une vision juste de la notion de prévision, une prédiction. Même les astrologues eux-mêmes sont peu diserts et sont peu explicites sur cette notion de prévision et de prédiction. Souvent ça se réduit à ce genre, oui, la personne est d'accord avec ce qu'on dit, enfin, bon, une sorte de pourquoi pas, oui, tiens, oui, c'est vrai, il faut dire ça comme ça. Malheureusement, beaucoup de prévisions sont très ambiguës. Si je dis il va se passer quelque chose d'important dans votre vie, est-ce que c'est une prévision? Est-ce que ce langage de ce qui est important ou pas important est une prévision? Est-ce que le mot important est un mot qui fait sens dans le langage prévisionnel? Il peut y avoir des causes négligeables qui ont des effets considérables, et des causes majeures qui n'ont pas d'effet spectaculaire. Donc, c'est la fameuse histoire du grain de sable, par exemple. Alors déjà, peut-on prévoir ce qui n'est pas structurel? Par exemple, si je dis dans tant de temps, il va
il va faire nuit, c'est une prédiction. Une prédiction structurelle, c'est-à-dire que c'est un changement majeur, mais en même temps un changement qui a toutes les chances de se produire, et inversement, pour le lever du jour. En revanche, si je dis, voilà, il va y avoir une panne d'électricité au milieu de la nuit, c'est pas forcément prévisible. Mais si je le prévois, alors ça c'est aussi un autre problème. Est-ce que je peux prévoir quelque chose d'imprévisible? Grave question. Il y a la question de peut-on prévoir et qu'est-ce qui est prévisible? Alors, c'est un peu l'histoire de la comète de Halley. Au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, on est arrivé à prévoir le passage de la comète. C'est-à-dire, on a dit, elle va passer à tel moment dans le ciel. Jusqu'à présent, la comète, on la voyait passer, bon, elle passait. On ne prévoyait pas qu'elle allait passer. Donc, maintenant, prédire le passage d'une comète, c'est plus du tout la même chose qu'au XVIIe ou au XVIe siècle, où les comètes ont joué d'ailleurs un rôle très important dans l'imaginaire des gens et même en astrologie. La notion de prévision, dans ce cas-là, a évolué. Mais alors, paradoxalement, plus il est prévisible de savoir quand une comète va passer, et moins c'est un enjeu prévisionnel. Quand on ne savait pas quand les comètes allaient passer, c'était une vraie prédiction que d'annoncer qu'elles allaient passer à tel moment. Oui, donc ce n'est pas si simple. Quelle est la position la plus raisonnable dans ce débat sur la prévision, la prédiction, le prévisible, le prédictible? Dans quelle mesure l'astrologie, puisque nous parlons d'astrologie, dans quelle mesure l'astrologie traite-t-elle de choses qui sont prévisibles de son point de vue? Et jusqu'à quel point peut-elle prévoir ce qui est prévisible? Même ce qui est prévisible, jusqu'à quel degré de précision laisse? Et à partir de quel moment la science est-elle de l'ordre du prévisible et de la prévision et de la prédiction? Parce que je répète encore, les Anglais disent prediction dans le domaine scientifique, ils emploient ce mot, alors qu'ils n'emploient pas le mot prévision, d'ailleurs, du tout. C'est pas entré dans leur langue. Ils ont le view, preview, mais preview, c'est pas du tout la même chose. Et voilà, toutes sortes de questions épistémologiques compliquées. Donc quand on est précipité dans une émission de télévision ou de radio et que cette question de la prédiction est posée, c'est difficile d'avoir un débat valable. Parce que chacun est dans une forme d'ambiguïté, on joue sur les mots, parce qu'il y a aussi la question des mots. La question c'est qu'est-ce qu'on peut prévoir? Qu'est-ce qu'on peut prévoir? Et non pas est-ce qu'on doit tout prévoir? Déjà par rapport à cette idée de est-ce qu'on doit tout prévoir, il est évident que déjà il faut répondre par la négative, n'est-ce pas? Alors si on peut prévoir certaines choses, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qu'on ne peut pas prévoir, et que donc le prévisible et l'imprévisible vont cohabiter, vont s'entremêler, inévitablement. La question est de savoir si ce qui est prévisible ressort malgré tout dans un contexte où d'autres choses ne le sont pas. Alors, si d'autres choses ne le sont pas, ma prévision va être affectée par ce qui n'est pas prévisible. Donc, mais on peut dire cela dans le domaine de la science aussi. On ne peut reprocher à un savoir de ne pas tout prévoir que si ce savoir ne sait pas définir son objet, ne sait pas définir ses limites, ne sait pas se délimiter. Et c'est un petit peu le problème de l'astrologie, et peut-être même de la voyance.
savoir que l'astrologue souvent est incapable de préciser ce qu'il est en mesure de prévoir ou de ne pas prévoir. Et à ce moment-là, il est coupable. Si on lui reproche de ne pas avoir prévu ceci ou cela, il est coupable parce qu'il n'a pas été assez précis. Et s'il n'a pas été assez précis, c'est parce qu'il n'a peut-être pas envie de l'être. Qu'il fait des paris en disant oui, bon, ben, je préfère ne pas préciser, donc je vais dire quelque chose. Parmi les choses que je vais dire, il y en a qui seront réalisées, si on peut dire. Comme on dit, une prophétie, elle s'est réalisée. Une prévision, c'est réalisé. À ce moment-là, on ne précise pas, on dit je prévois quelque chose, voilà, comme ça, de grave, d'important. Il y a des grands astrologues qui se sont contentés souvent de ce genre de propos. Je pense même à André Barbeau, par exemple. Quand on regarde ses prévisions pour le 1989, c'est d'un flou total. Bon, c'est vrai qu'il parle de la Russie, mais entre dire que c'est un événement positif ou négatif, il y a un monde. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer en Russie? Quel genre de phénomène va se produire? Est-ce qu'il va se produire un phénomène de type A ou de type B? Toute la question est là. Alors, type A, type B, c'est pas la dialectique important, pas important. Hein, on est d'accord là-dessus. Parce qu'en fin de compte, c'est un peu ce qu'il avait annoncé en 67. Il dit, j'ai fait un graphique, quand ça descend, c'est important, quand ça monte, c'est pas important. Il ne se passe rien d'important. Ça me paraît très très simpliste. En fait, il vaudrait mieux distinguer deux catégories de situations, sans porter d'ailleurs de jugement de valeur, sur si c'est important ou pas important, ou bien ou pas bien, mais même quand je dis par exemple que quelque chose est dissonant, c'est pas forcément un jugement de valeur. Ça veut dire simplement qu'il ne va pas y avoir d'unité. Tout le monde ne va pas être d'accord. Bon, moi je dirais que de certaine manière, c'est préférable. C'est pas un problème majeur dans le domaine scientifique, dans le domaine artistique. Dans d'autres domaines, la question n'est pas de savoir si on est tous d'accord. Au niveau de l'action, au niveau de l'entreprise, au niveau de la création, le consensus, c'est pas forcément tout de suite, en tout cas, le nerf de la guerre. Hein. Bon, c'est pas l'enjeu principal. Ce qui est important au départ, c'est que ce soit différent et que ça ait une certaine puissance dans tous les sens du terme. Donc, moi, je demande à un astrologue. Si je suis journaliste, je demande à un astrologue, mais qu'est-ce que vous pouvez prévoir et quelle est votre échelle au niveau de la prévision? C'est-à-dire, quels sont les différents cas de figure que vous pouvez prévoir? Parce que, je crois ce qui me paraît évident, c'est que toute prévision est fondée sur la cyclicité. Si les choses ne changent jamais, il n'y a pas de cyclicité, il n'y a pas de prévision. Prévoir, par exemple, je parlais tout à l'heure du jour et de la nuit, ben, si on est tout le temps dans le jour, il n'y a pas de prévision. S'il y a alternance de deux choses différentes, il peut y avoir prévision. Donc on va demander, le journaliste doit demander, et je demande qu'il demande. Il demande à l'astrologue de lui dire quels sont les cas de figure qu'il envisage, qu'il a intégrés dans sa prévision, dans son système prévisionnel, je dirais mieux. Et alors là, on a des difficultés, parce que l'astrologue va vous répondre, mais l'astrologie c'est très compliqué. Il y a des tas de facteurs, il y a les 12 signes, il y a ceci, il y a les 12 maisons, il y a les planètes, qui écoutent les planètes, etc. Et donc finalement, il est un petit peu lui-même dans un labyrinthe. Il ne va pas pouvoir répondre à cette question. Il répondra, ça va dépendre. Et il va dire, il va falloir tracer le thème de ce moment. Alors ça c'est amusant aussi. L'astrologue, il n'aime pas trop aujourd'hui mettre des dates en avant. Par contre, si vous lui donnez une date, et que vous lui demandez qu'est-ce que vous voyez par rapport à cette date, là, il va pouvoir parler, parce qu'il va faire le thème astral, et puis il va pouvoir développer, interpréter à l'infini. La grande crise actuelle de l'astrologie, c'est la datation.
l'astrologue ne peut pas fonctionner si on ne lui donne pas une date. Normalement, ça devrait être l'inverse. Ce serait l'astrologue qui doit d'abord avancer une date. Mais là, non, maintenant, c'est la date qui doit être avancée pour que l'astrologue puisse faire son travail. No comment, hein, bon, effectivement. Donc, pour en conclure, parce qu'on ne peut pas parler de ça indéfiniment, mais c'est un sujet passionnant, sur le plan philosophique, sur le plan épistémologique, sur le plan sociologique, sur le plan psychologique, il faudrait arriver à un système prévisionnel qui soit relativement compréhensible par le public, tant qu'à faire. Hein. Ouais. C'est ce qu'avait voulu faire André Barbeau, d'ailleurs. Maladroitement, mais il avait fait des courbes, il avait dit, voilà, il y a A ou B, tantôt quand ça monte c'est A, quand ça descend c'est B, c'est impeccable comme idée. Maintenant, comment il avait fait sa courbe, ça peut discuter, qu'est-ce qu'il mettait sur A et B, ça peut discuter, mais le concept général me paraît assez intéressant. Un autre problème qui se pose, c'est est-ce que ça fonctionne? Ça aussi, c'est un autre problème qui n'a pas été totalement résolu avec Barbeau, notamment pour les années 80, où il disait que ça va plonger, comme en 14 et comme en 40, et ça n'a pas vraiment plongé, en tout cas pas de la même manière. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Donc, mais il y a des défauts. Moi, il faut séparer le bon grain de l'ivraie, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y avait une idée générale qui était valable chez Barbeau. Si on fait abstraction de tel et tel facteur qui n'était pas tout à fait au point, le modèle global, l'idée générale est valable. Mais bon, moi je reconnais, hein, dans un débat, il y a toujours du pour et du contre, il y a toujours à prendre et à laisser, il y a toujours quelque chose à manger, il y a toujours quelque chose qui est valable. Mais il ne faut pas s'en tenir là, généralement. Donc, l'idée d'une prévision duel, comme le propose Barbeau, me paraît excellente. Pas parce qu'on va faire un effort de communication, mais parce qu'effectivement, la cyclicité, elle est fondamentalement duelle. Qu'on puisse ensuite affiner à l'infini, c'est notre problème, mais la dualité est au cœur de la prévision astrologique. C'est pour ça que l'astrologue doit dire déjà qu'est-ce qu'il entend par A, qu'est-ce qu'il entend par B. Et ensuite de dire, voilà, actuellement on est en A ou en B, et demain on sera en A ou en B. Voilà. Si l'astrologue n'est pas capable de répondre à cette question-là, où va-t-on? Ça fait partie des problématiques que je pose pour le colloque que je voudrais organiser à la fin de l'année, d'une mise à plat de tout le discours astrologique et d'avoir une clarification dans la façon dont on s'exprime. Et aussi, excusez-moi de le dire, il faut aussi que les outils soient compréhensibles. C'est-à-dire que ce ne soit pas compréhensible que par l'astrologue, que la façon dont il fait ses calculs soit compréhensible, soit accessible. Et je dirais même encore plus, si je voulais mettre la barre un peu plus haut, il faut que sur le plan astronomique, ce soit des choses qui soient visibles. Hein? C'est-à-dire que les gens puissent regarder le ciel et voir la configuration se produire. Non pas qu'il faille regarder, non pas qu'elle ne se produira pas si on ne regarde pas le ciel, parce que tout ça, à mon avis, est de l'ordre du subconscient, mais qu'au moins, en tout cas, quand je dis par exemple que Saturne rencontre telle étoile fixe royale, on puisse le voir, on puisse le visualiser. Ce qui exclut évidemment les planètes au-delà, les planètes invisibles, ce qui exclut aussi les histoires de distance, d'écart, etc., qui ne sont pas vraiment visibles. La seule chose que je demande, c'est de tenir compte du mi-point. C'est-à-dire, voilà, vous avez deux points lumineux, et Saturne est au milieu des deux. Bon, ça, je crois qu'on peut quand même l'accepter. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les Allemands ont inventé en astrologie. Donc, soit Saturne est en conjonction avec un de ces quatre points lumineux bien précis, qui sont quatre points cardinaux, qui sont les quatre étoiles fixes royales, c'est-à-dire Aldébaran, Régulus, Antares, Fomalhaut, soit il est au milieu de deux de ces points. Hein. Donc il crée une sorte de structure, on passe d'une division en 4 à une division en 8, si on veut. Donc on a 8 fois 45 degrés, si on veut, pour simplifier, pour faire le processus circulaire. Donc il faut aussi que là, ce soit compréhensible, que ce soit lisible. Pourquoi? Parce que l'astrologie, au départ, elle était lisible. Même si c'est devenu en plus subconscient,
au départ, il faut que ce soit lisible, c'est-à-dire que ce soit compréhensible. Si on multiplie le nombre de facteurs, le nombre de planètes qu'il faut considérer parce que ça existe astronomiquement, ça m'a plu. L'astrologie doit faire des choix. Le grand astrologue Albumazzar, qui au IXe siècle a introduit la théorie des grandes conjonctions, ça a été salué comme une révolution parce qu'on disait, voilà, il y a 120 conjonctions possibles, mais la conjonction Jupiter-Saturne, c'est celle qui va intéresser prioritairement l'astrologie. Et ça, c'est une révolution qui a fonctionné jusqu'au XVIIe siècle. Et après, on est retombé dans une astrologie astronomisée et on est retombé dans le chaos. Il faut retrouver cet esprit d'un binôme stellaire planétaire précis dont on peut suivre la course et ne pas mélanger avec toutes sortes de facteurs. Parce que justement, le grand problème, et je terminerai là-dessus, c'est que plus on multiplie les facteurs, plus on prétend à plus de précision, et plus on risque de se planter. Donc, les astrologues vont dire, ah oui, mais on utilise beaucoup de facteurs parce que nous, on veut être précis. Donc c'est eux-mêmes qui donnent des verges pour se faire fouetter. On veut être précis. Avec tous nos facteurs, on s'attend à ce qu'on soit précis. Mais inversement, si je dis simplement que moi j'utilise 2 facteurs, 4 marqueurs, et que c'est tout ce que j'ai, ben, on ne s'attendra pas à ce que je sois précis. On s'attendra à ce que j'ai globalement une représentation clairement définie de ce que je prévois, mais on n'ira pas au-delà.